Bonjour. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi, vous n'avez pas compris comment on arrive à la bonne conclusion sur les enquêtes de Sherlock Holmes, Crime et Châtiment. Que vous ayez joué au jeu ou regardé quelqu'un y jouer, vous avez remarqué qu'à la fin d'une enquête, vous pouvez vérifier si votre conclusion est la bonne ou non. Cependant, rien ne vous explique comment vous auriez dû arriver à cette conclusion, et moi je trouve ça extrêmement frustrant. Pour ma part, j'ai joué au jeu en live, sur plusieurs sessions, et ça a été catastrophique. Je vais voir. Putain, c'est pas ça, c'est... Sa race de merde. Ah, c'est pas lui. On va voir. Pute. Putain. Putain, t'es sérieux? Putain. J'ai raté la plupart de mes conclusions, alors que pourtant j'avais pris le temps de chercher tous les éléments et de bien réfléchir à ce qui pouvait mener à la bonne conclusion. Et quand j'ai fait mes recherches pour comprendre pourquoi je n'avais pas réussi correctement les enquêtes, il y a bien quelques détails ici et là sur le hub de la communauté sur Steam, mais rien de très probant. Je vous propose donc de balayer les 6 enquêtes du jeu ensemble, de vous donner les éléments clés qui auraient dû vous mettre sur la bonne piste. Bien évidemment, je vais donner les solutions du jeu dans cette vidéo, et même si le jeu a plus de 10 ans, il perd tout son intérêt une fois que vous connaissez les solutions. Donc si vous voulez le découvrir, c'est le bon moment pour arrêter la vidéo, et la reprendre une fois que vous aurez terminé le jeu. Et si jamais vous n'avez pas fait le jeu, mais que vous souhaitez quand même participer à l'enquête, je vous laisserai à chaque fois 5 secondes pour mettre la vidéo en pause, et réfléchir à qui est le coupable dans chaque affaire. Comme ça, vous pourrez me donner votre résultat en commentaire, et ce sera un peu rigolo. Peter Carré, dit Peter le Noir, est retrouvé mort à son domicile, empalé par un harpon à baleine. L'homme était un ancien chasseur de baleines, dont les affaires avaient bien tourné, et qui avait pris sa retraite dans la demeure Woundsmanley, dans le Sussex. En interrogeant sa femme, vous apprenez que l'homme est alcoolique, violent, et que la nuit précédant le meurtre, il était ivre et il s'est enfermé dans son cabanon comme il avait l'habitude de le faire. Elle a entendu un grand cri dans la nuit, mais rien d'inhabituel pour son mari habitué à pousser des cris une fois alcoolisé. C'est le lendemain qu'elle a vu le cadavre et appelé la police. Votre enquête commence avant même d'entrer dans le cabanon. Des traces indiquent qu'on a tenté de forcer la serrure sans y parvenir, et le commissaire Lestrade vous informe que ces traces n'étaient pas là hier. À l'intérieur, vous commencez par inspecter le cadavre et concluez l'évidence. Il a été tué par le harpon qu'il a traversé et qu'il a planté dans le mur derrière lui. Sur place, vous retrouvez un couteau et une poche à tabac en peau de phoque gravée des initiales PC. Vous retrouvez aussi 2 verres autour d'une bouteille d'alcool. La tenue de la victime laisse à penser qu'il n'était pas sur le point de se coucher. Sans doute attendait-il quelqu'un. Enfin, vous trouvez les traces d'une boîte manquante et un carnet aux initiales JHN. Les traces de tentative de crochetage vous laissent comprendre que le cambrioleur n'avait pas les outils requis, mais qu'il pourrait bien revenir le soir même, mieux équipé. Vous lui tendez alors une embuscade avec Lestrade, et arrêtez ainsi John Hopley Nellingham, un jeune homme qui se dit innocent. Au travers de son interrogatoire et votre enquête, vous apprenez qu'il est le fils de Joshua Nellingham, un banquier qui a disparu lors de sa fuite vers la Scandinavie après la faillite de sa banque. Il a disparu avec tous les bons au trésor et les titres qu'il possédait encore. Tiens. Peter le Noir chassait la baleine en Scandinavie avant de prendre sa retraite. Vous apprendrez aussi que c'est suite à l'utilisation des bons au trésor et des titres de son père que John Hopley Nellingham a remonté la piste jusqu'à Peter le Noir. Et c'est aussi la raison qui l'a poussé à revenir sur la scène de crime. Voilà qui en fait un potentiel suspect. Le commissaire Lestrade vous convoque alors à Scotland Yard, persuadé d'avoir trouvé le bon coupable. Il a arrêté un homme qui rôdait autour de Woundsmanley et qui était en train d'écrire une lettre dans la cabane de Peter, un certain Liam Hurtley. Ce dernier refusera d'abord de vous parler, mais qu'à cela ne tienne, vous découvrirez rapidement qu'il est en réalité le jardinier de la demeure, et à travers la lettre qu'il rédigeait, que c'est lui qui a caché la boîte dont vous avez retrouvé les traces. Mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Lorsque vous la retrouvez, vous voyez qu'elle contient des lettres d'amour entre la veuve Judith Carey et Liam Hurtley. Un mobile qui tient la route, même si la veuve vous indique que ce sont d'anciennes lettres et qu'elle les considère comme une erreur passagère. Enfin, vous pouvez vous intéresser aux événements de 1883 sur le navire du capitaine Carey, le Sea Unicorn. En étudiant son journal de bord de l'époque, vous trouverez des pages manquantes et la trace de bons au trésor. Vous remonterez ainsi la piste d'un de ses anciens matelots, Patrick Cairns, un habitué d'un bar de Londres. Vous le rencontrerez déguisé en marin, et il vous raconte alors ce que vous redoutez. L'équipage du Sea Unicorn est tombé sur une embarcation en mer. Un homme, visiblement banquier,
se serait entretenu avec le capitaine avant de disparaître dans la nuit. Patrick Cairns aurait vu son capitaine tuer l'homme, puis le dépouiller de ses biens, avant de le jeter par-dessus l'eau. Durant la rencontre, vous pouvez donner discrètement la poche à tabac au marin et constater qu'il la considère bien comme la sienne. Alors, qui est le meurtrier? Le jeune Nelligan pour venger la mort de son père et récupérer ses biens? Le jardinier Hurtley par amour pour Judith Carey? Après tout, il devait savoir que son mari était alcoolique et sans doute violent. Ou bien Patrick Cairns, le marin. Il savait que Peter Lenoir était un meurtrier, à moins que le meurtre ait été réalisé à deux, avec le jardinier Hurtley et le jeune Nelligan. Ils ont un objectif commun après tout, et des motifs qui restent compatibles. Eh bien, voici les éléments clés qui vont vous mettre dans la bonne direction. Les 2 verres d'alcool indiquent que la victime a bu avec quelqu'un. La victime connaissait sans doute son meurtrier, ce qui écarte le jeune Nelligan, sans compter qu'il est un peu jeune pour la boisson. Autre élément clé, Nelligan ne sait pas exactement ce qui est arrivé à son père, car il dit qu'il a simplement disparu. Difficile d'avoir la vengeance comme motif si on ne sait pas que son père est mort. Le harpon, qui nécessite une certaine force et expérience pour réaliser un planté pareil, chose validée par le mini-jeu de lancer de harpon, à un coup de chance reste assez peu probable. Et enfin, la poche à tabac aux initiales PC, faisant penser à Peter Carey, mais qui appartient en réalité à Patrick Cairns. Ça va vous a confirmé qu'il avait arrêté de fumer. Vous avez ainsi 2 indices clés inculpant le marin, ce qui est la bonne solution pour cette enquête. Non, celle-là, elle est un peu simple, et elle sert de tutoriel. Mais vous allez voir que ça va très vite se corser. Evesham, une gare brumeuse. 3 personnes sur le quai attendent le train. On le distingue au loin, dans la brume. Mais il disparaît soudain avant d'arriver en gare. Aurait-il disparu tel un train fantôme? Une énigme qui a tout pour plaire à Sherlock Holmes. Le lendemain, en inspectant les lieux, rien. Pas de rails détachés, pas de traces de pas, pas de signe de déraillement. Et surtout, pas de train. Le chef de gare nous indique la composition du train. Un wagon de première classe, un autre de seconde classe, et un wagon spécial. Ceux réservés par les particuliers pour les transports d'objets importants. À l'aide de la carte ferroviaire, on peut remonter le trajet du train. Alors il ne nous reste plus qu'à revenir dans les gares qu'il aurait dû traverser, en commençant par celle où il a été retardé. La première gare, la plus éloignée, est celle de Brunlington, où on rencontre M. Robinson, un riche Australien très agacé. Il explique être celui qui a loué le wagon spécial pour y transporter un prototype de générateur électrique qu'il prévoit de vendre à une compagnie chilienne appelée Barcazas. Il aurait profité du trajet pour finaliser la transaction, mais à cette gare de Brunlington, il serait sorti du train pour rencontrer un autre investisseur et aurait raté le départ du train. Mais en faisant notre petite enquête, on peut voir qu'il a richement assuré le prototype, et qu'il a conclu plusieurs contrats de vente exclusifs. Ça sent l'arnaque tout ça. Le chef de gare est un jeune employé modèle qui assure avoir vu le train s'arrêter. Il explique aussi que, contre son avis, le contrôleur a sorti tous les passagers de seconde classe du train à cette gare en justifiant cela par des tickets de transport invalides. Lorsque le train repart, il ne reste plus que les Chiliens de la compagnie Barcazas. Très bizarre à nouveau et très avantageux pour ce monsieur Robinson que le train ait disparu. La gare suivante, celle de Chesterfield, est tenue par un chef de gare alcoolique et passablement ivre. Il explique avoir vu le train, ainsi que des gens fort sympathiques qui ont partagé une bouteille avec lui. On peut d'ailleurs en retrouver caché dans sa réserve, possiblement un pot de vin. Il explique aussi que des ouvriers lui ont emprunté des outils pour remettre la voie en place, mais difficile de dire qui ou quels travaux ils ont réellement fait. Dans cette gare, on peut retrouver une draisienne démontée. Vous savez, la petite locomotive manuelle avec un levier qu'on retrouve dans certains dessins animés. En la réparant, on retrouve tous les éléments pouvant faire illusion d'un train. Une lumière et un sifflet. Voilà qui explique ce qu'on a pu voir dans le brouillard, mais pas où est réellement le train. À partir de là, il y a 2 pistes possibles. Après la gare de Chesterfield, il y a un aiguillage possible vers une mine appartenant à la WEA Coal Company, une entreprise chilienne. La mine a été récemment bouchée à l'aide d'explosifs, et les rails qui y mènent ont été récemment retirés. Tiens. Il y a les traces d'un véhicule à roues et un document interdisant l'accès de cette mine aux Mexicains, mais rien de plus.
L'autre piste implique la dernière gare avant celle de Bridlington, la gare de Doncaster. On y rencontre un mystérieux fumeur de cigares qui s'échappe dès qu'il nous voit. Le chef de gare est énigmatique et ne nous aidera pas concernant cet homme qu'il dit ne pas avoir vu. Mais vous pouvez remarquer qu'il lui manque sa montre et un bouton en or à sa veste. Les tickets de Paris hippiques dans son bureau et les lettres à son avocat et à sa femme dans son sac vous feront comprendre qu'il est un joueur compulsif en manque d'argent, mais qu'il vient de trouver une jolie somme pour régler ses dettes. Facile à corrompre et sans doute corrompu alors. Près de la gare, une ancienne gare a été inondée, et les rails qui y menaient ont disparu, juste sur la fin du parcours uniquement. Le train aurait pu tomber dans l'eau, mais en 1895, difficile de plonger pour aller le vérifier. Il faudra se contenter d'aller de l'autre côté du lac pour tomber sur un ancien camp temporaire. Une plaque métallique, gravée la Zarpas, vous indique que les employés de la société du port fluvial a pu être impliqués. En faisant des recherches, on apprend que la Zarpas fait partie du consortium mexicain Caracal. Et enfin, on retrouve des traces d'un véhicule lourd à roues sur place. En revenant à Evesham, on peut fouiller l'endroit et découvrir un ancien bâtiment réduit en cendres, où on peut retrouver les mêmes traces d'un lourd véhicule à roues. Le chef de gare indiquera que le bâtiment contenait des éléments de rail de chemin de fer qui ont été récemment volés. On peut aussi retrouver l'homme mystérieux de Bridlington pour l'interroger. Il se présentera comme un Chilien, mais l'odeur de son cigare vendu exclusivement à Mexico révélera qu'il est en réalité mexicain. Il partira sans qu'on ait pu tirer quoi que ce soit de lui. Alors, qui a fait disparaître le train? Les Chiliens de la Barcasas, histoire de voler le prototype? Monsieur Robinson, pour rafler un maximum d'argent sur une invention factice? Ou les Mexicains de Caracal, pour se venger des Chiliens? Et surtout, où est le train? Dans la carrière inondée ou dans la mine? Alors, vous l'avez? Voilà les éléments clés pour trouver la bonne réponse. Déjà, la déduction que les mines appartiennent aux Chiliens et les barges aux Mexicains induit la position du train selon qui a pu faire le coup. La présence des traces d'un véhicule lourd à la gare où les rails ont été volés et au niveau des berges du lac. Cela laisse à penser que les Mexicains ont volé les rails pour les faire traverser le lac, puis la carrière à bord de leur barge. Le type mystérieux qui se fait passer pour un Chilien pour couvrir son identité, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Surtout que le chef de gare le couvre. Et en parlant de ce chef de gare, il n'aurait pas été corrompu et n'aurait pas couvert cet homme si le train n'était pas passé à sa gare. Il ne peut donc pas se trouver dans la mine. Bien que M. Robinson reste très suspect, la réelle solution implique que les Mexicains ont fait couler le train dans la carrière. Comme le dit Sherlock Holmes, la solution est souvent la plus simple. C'est une enquête assez décriée par les joueurs, qui y trouvent la conclusion assez illogique. Moi, je pensais que Robinson avait engagé les Mexicains pour faire le coup. Et vous, c'était quoi votre théorie? Dans le sudatorium des thermes romains, un homme est tué dans une pièce en huis clos avec 3 autres hommes. L'arme est introuvable, et le sauna a été fermé à clé avant le meurtre. Lestrade fait appel au seul homme capable de résoudre l'affaire, Sherlock Holmes. La victime est Sir Rodney Bencliffe, un archéologue reconnu. Les hommes qui l'accompagnent dans la pièce sont Percival Blinkhorn, un archéologue avec un peu moins de renom, Gregory Pitkin, le propriétaire des thermes, et Tristram Garrow, un conseiller à la chambre du district, fan d'archéologie. En interrogeant M. Phillips, l'employé à l'accueil, on peut dessiner une chronologie des événements. La nuit précédente, Pitkin a demandé à l'employé d'allumer le brasier pour que la chaleur soit maximale dans la pièce au matin. Les hommes se sont retrouvés à 9h du matin. D'abord Pitkin, le propriétaire, puis Bencliffe, victime, et Blinkhorn, l'autre archéologue, et enfin Garrow, le conseiller. Au bout de 20 minutes, il entend des cris, et la porte du sudatorium est fermée à clé. On peut exclure que quelqu'un soit entré ou sorti sur cette période, car la porte est très brillante, et il avait gardé le vestiaire ouvert pour surveiller l'endroit en cas de souci. En l'interrogeant un peu plus, vous comprenez qu'il a perdu la clé ce matin même, vers 7h30, expliquant pourquoi il n'a pas pu ouvrir lui-même la porte et a dû faire appel à la police. Lors de l'enquête, vous allez trouver un seau de champagne encore frais dans les vestiaires. La victime a été tuée par une arme tranchante, directement plantée dans l'œil. Son sang est étrangement liquide, dilué avec une forte quantité d'eau. Et vous retrouverez la clé du sudatorium dans la flaque de sang. Vous retrouverez un morceau d'argent fondu dans le brasero et des lunettes cassées sur le côté.
Vous découvrez aussi que lorsque la vapeur est active, on ne voit pas à plus d'1 mètre autour de soi, et c'est très compliqué de distinguer quoi que ce soit. Parmi les 3 suspects, Garrow a des traces de sang sur sa serviette. Tous refusent de parler en ces conditions, et nous aurons le temps de les interroger une fois à Scotland Yard. Dans le bureau de la victime, plusieurs documents font état de la célébrité de celle-ci. Des découvertes archéologiques en Égypte en 1893. Une fouille sur le site d'Assouan permet de retrouver une momie romaine énucléée dans une position assez semblable de celle de la victime. Une phrase fut associée à cette momie. Par l'œil il fut puni, car il avait vu et n'en était pas digne. Puis Sir Bencliffe fit un retour miracle en Angleterre pour sauver ces termes romains dont la fouille n'avançait pas. Vous retrouvez une carte dans les effets de la victime, ainsi qu'un carnet aux pages arrachées. Blinkhorn, lui, possède une lettre de Pitkin, le propriétaire, qui lui demande d'accélérer ses fouilles dans les termes romaines. Visiblement, il n'a rien trouvé de valeur et Pitkin souhaite restaurer l'endroit rapidement pour pouvoir en tirer profit. Enfin, vous retrouvez du millepertuis sur Gao, un antidépresseur pouvant provoquer des hallucinations à haute dose. Passons aux interrogatoires maintenant. Garrow est très nerveux. Il bégaye, il transpire à grosses gouttes, il explique avoir retiré ses lunettes à cause de la vapeur une fois dans le sudatorium. Il dit avoir vu un poignard en or tuer Sir Rodney. Il explique aussi que Sir Rodney lui aurait apporté un lot de pièces romaines en argent quelques jours plus tôt avec un air jovial. Lorsqu'on l'interroge concernant l'argent retrouvé dans le brasier, il dit ceci. Ça n'a servi à rien, le pouvoir est trop fort. Enfin, il dit ne pas être à l'origine du champagne. Pitkin est beaucoup plus détendu et arrogant. Il confirme les dires de sa lettre, qu'il pensait terminer les fouilles archéologiques dans ces termes, mais que la présence de Sir Rodney l'a convaincu de poursuivre compte tenu de la bonne réputation et de l'image que cela aurait sur les termes. Il explique leur présence dans le sudatorium ce matin par un test du mécanisme de vapeur tout récemment installé, et qu'il n'a ainsi pas pu voir le meurtre. Le champagne ? Il ne sait pas non plus qui l'a apporté et suppose qu'il s'agit de la victime. Blinkhorn est attentif et concentré sur l'interrogatoire. Il se dit admiratif de Sir Rodney, sans pour autant l'apprécier, et semble tout de même affecté par sa mort. Ils se seraient rencontrés en Égypte, durant la fin des fouilles d'Assouan. Il n'a pas vu le meurtre, juste le centre sur Garrow qui innocente en estimant qu'il ne peut pas faire de mal à une mouche. Quelques jours auparavant, il y aurait eu une dispute avec Sir Rodney, concernant un congrès archéologique auquel il l'aurait invité avant de changer d'avis, et de lui intimer agressivement de ne pas y aller. Pour tout le reste, le champagne, l'argent dans le brasier, il ne sait rien. Il se dit simplement prêt à reprendre les travaux de son collègue. Faute de piste, vous allez vous rendre sur le lieu indiqué par la carte de la victime et tomber sur un lieu de fouille archéologique, un ancien temple romain où vous trouverez plusieurs références au dieu Mithra. Le culte de ce dieu passe par la tauroctonie, le sacrifice de taureau, par une arme qui ressemble en tout point à celle utilisée lors du meurtre. Visiblement, une version de ce poignard en or constitue le saint graal du culte. Mais il serait aussi maudit, et tuerait tout individu indigne qui oserait le toucher. Vous apprendrez aussi que ceux qui se pensaient victimes du mauvais œil faisaient effondre des objets de valeur comme de l'étain ou de l'argent, sans regarder à la dépense. Vous retrouverez aussi une lettre de la victime indiquant que c'est une intervention d'un lord qui aurait adouci Pitkin et se dit sur le point de faire une découverte majeure. Enfin, vous pouvez retrouver des pièces au milieu des fouilles qui formeront un moule une fois reconstitué dans votre atelier. Vous pouvez ainsi créer un poignard en argent avec l'argent trouvé dans le brasier, mais vous pouvez aussi utiliser la technique de Sir Rodney en Afrique pour manger des glaces dans le désert et constituer ainsi un poignard de glace. Si vous revenez interroger les suspects à ce sujet, Garrow pense être à l'origine de la malédiction de Mithra qui a causé la mort de Sir Rodney et dit avoir des visions à ce sujet. Pitkin est ravi de savoir qu'il y a des représentations du dieu Mithra dans ces termes, mais se soucie bien peu de la malédiction et n'y voit qu'un moyen d'améliorer la réputation de l'endroit. Blinkhorn, lui, connaît la légende du couteau d'or et la malédiction. Mais il se dit prêt à poursuivre la recherche de Sir Rodney. Alors, qui a fait le coup et comment ? Pitkin, le propriétaire des termes ? Il semble prêt à tout pour rendre l'endroit réputé et attractif. Les fouilles archéologiques allaient prendre du temps et ralentir son ambition de restauration des termes. En tuant Sir Rodney, il allait pouvoir les rendre lucratives. À moins que ce soit Blinkhorn, jaloux du succès de son confrère qui n'a pas été très sympa avec lui, ou simplement Garrow, en proie à des hallucinations, qui aurait tué l'archéologue en respectant un rituel ancien qu'il semble bien connaître. Et puis, quelle arme a été utilisée ? Un couteau de glace ? Un couteau d'argent ? Ou totalement autre chose ?
Pas facile, hein? Voilà les éléments clés qui auraient pu vous aider. La présence d'eau dans le sang indique que c'est l'arme en glace qui a été utilisée. Cela semble exclure Pitkin qui a demandé que la pièce soit à une chaleur maximale. L'utilisation d'un couteau implique de connaître la légende autour, ce qui exclut à nouveau Pitkin uniquement obsédé par l'argent. Les autres solutions semblent assez complexes à mettre en œuvre et demandent une certaine préméditation, pas très adaptée pour quelqu'un en provision, ce qui semble écarter Garrows. La présence d'argent dans le feu s'explique par le dialogue de Garrows, quand il dit que la victime lui a donné des pièces d'argent, et par ce texte indiquant que les Romains sacrifiaient de l'argent pour avoir une protection. Il le dit d'ailleurs quand on lui en parle. Ça n'a pas marché. Les pages arrachées du carnet de Bencliffe font penser que quelqu'un cherche à dissimuler ses trouvailles. Hormis Garrows, pour les pièces en argent, et Blinkhorn de par son métier, peu de gens devaient savoir quelle recherche il faisait. Enfin, l'insistance de Blinkhorn à vouloir reprendre les recherches de Sir Rodney devrait finir par confirmer vos soupçons. Une nouvelle enquête bien compliquée à résoudre, car il faut se baser sur beaucoup de petits détails dans les paroles et dans les textes. Il y a tout de même quelques soucis de logique dans cette affaire. Par exemple, où étaient cachées les pièces d'argent? Et pourquoi les garder dans le sudatorium? Il est possible qu'elles aient été amenées par la victime ou par Garrows durant la nuit, étant donné que le feu a brûlé toute la nuit. Autre exemple, comment le couteau de glace a réussi à tenir près de 20 minutes dans un sudatorium? La technique d'eau plus glace a permis de le créer, mais peut-être pas de le garder aussi longtemps. Cela dit, Sir Rodney a bien mangé de la glace dans le désert, peut-être que ça se tente. Comment Garrows a-t-il pu voir le meurtre alors qu'il n'avait pas de lunettes dans un pareil brouillard? Sans doute une hallucination induite par la drogue. Enfin, comment un couteau en glace n'a-t-il pas fondu et collé avec les glaçons? Là, je n'ai pas de réponse à apporter, on va simplement suspendre notre incrédulité le temps d'une question. Mais si ça vous semble compliqué, dites-vous que je simplifie pas mal l'enquête en retirant les fausses pistes et les indices inutiles. Par exemple, je ne vous ai pas parlé des traces de ligature sur le corps de la victime, qui proviennent certainement d'un harnais lors d'une descente, ou de la fouille qui vous amènera à trouver le temple de Mitra et le couteau en or pour arriver à la bonne conclusion. Mais rassurez-vous, la prochaine enquête est plus simple. La pluie s'abat sur Londres dans la nuit. À Abbey Grange, un domaine isolé du Kent, Sir Eustace Brackenstall est retrouvé mort dans son manoir. Sa veuve ayant été retrouvée attachée et l'argenterie manquante, tout laisse à penser à un vol qui aurait mal tourné. Commençons par la victime. Sir Eustace Brackenstall, retrouvé mort dans son salon, près de la cheminée. Un tisonnier maculé de sang semble être l'arme du crime. La victime a une blessure sévère à la tête. On retrouve du sang contre le pare-feu de la cheminée et la canne de la victime près de son corps. L'argenterie est bien manquante, mais un chandelier d'une valeur certaine, juste à côté, n'a pas été emporté. Pas plus que le coffre ni son contenu, pourtant mal dissimulé dans une pièce à côté. La chaise où a été attachée Lady Brackenstall se trouve dans le salon. Le meurtrier a utilisé la corde d'appel au personnel pour attacher la veuve, mais il l'a coupée très haut. L'analyse montrera que la coupure a été réalisée par un couteau très affûté. Les nœuds utilisés pour attacher la jeune femme sont des nœuds de marin. Vous retrouverez aussi 3 verres de vin sur la table. 2 ont été bu, mais pas le 3e. Lady Brackenstall porte des traces de coups récents et passés. Elle affirme que son mari était violent et alcoolique, ce qui sera confirmé par sa domestique et un rapport médical indiquant que Sir Eustace avait une cirrhose du foie. D'après Lady Brackenstall, ce seraient 3 brigands qui l'auraient agressée et auraient tué son mari sous ses yeux. Elle fournit une description proche de celle de 3 criminels notoires dont on parle dans le journal qu'on peut retrouver près d'elle. Le gang Randall, composé d'un homme très grand, d'un plus petit, et de leur père d'une carrure moyenne. Lors de votre enquête, vous retrouverez l'argenterie au fond du puits d'Abbey Grange, et tout indique que le ou les criminels se sont enfuis en grimpant au mur qui ceinture la maison. Vous apprendrez aussi que Lady Brackenstall est australienne et qu'elle a épousé Sir Eustace dès son arrivée en Angleterre. Elle dit connaître peu de personnes et vivre recluse avec un mari tyrannique et violent. En faisant quelques recherches, vous trouverez le manifeste du bateau qui l'a amené en Angleterre, et un seul marin est encore à Londres en ce moment, un certain Jack Croker. Croker est un marin expérimenté, un grand gaillard trapu qui porte un couteau à la ceinture. Il confirme connaître la jeune femme, mais se dit innocent du crime. Pour alibi, il aurait réparé un hublot dans la soirée au moment du meurtre, pour éviter une fuite sur un navire. Comme je l'ai dit, c'est une petite enquête, alors voilà les possibilités de solution. Est-ce un coup des Randall, comme indiqué par Lady Brackenstall? Ils auraient laissé le butin sur place pour venir le reprendre? Ou bien est-ce le capitaine Croker qui aurait tué un mari violent pour protéger une belle et jeune femme? À moins que ce ne soit un simple accident malencontreux et une mise en scène pour protéger le nom et l'honneur de la famille?
vous avez été attentif, l'enquête aurait dû être simple. Voilà les éléments qui auraient dû vous aider. La présence du journal dans la pièce où se trouve Lady Brackenstall est suspecte. Lorsqu'on la retrouve, elle refuse de répondre, en se disant trop choquée pour parler. Puis, à notre arrivée, elle donne sa version avec le gang Grandal. Étrange coïncidence. Les 3 verres de vin, dont 2 ont été bu. Le marin a pu boire avec le mari et sa femme, qui n'auraient pas touché au verre, à moins qu'elle ait simplement ajouté un verre pour corroborer son histoire. Mais l'élément le plus important est la corde. La corde de la cloche coupée très haut par un couteau affûté, puis nouée avec des nœuds de marin, c'est là l'élément clé de votre affaire. Elle exclut l'accident et inculpe le marin à coup sûr. La présence de sang sur le pare-feu m'a induit en erreur. Je n'ai pas pensé que le meurtrier aurait frappé la victime au sol, mais pourtant c'était bien la corde dont il fallait tenir compte. J'espère que vous avez été plus perspicace que moi. Allez, la prochaine enquête est sans doute l'une des plus compliquées car elle aura 2 étapes. Allons-y. Cette enquête commence directement à Kew Garden, les jardins botaniques de la couronne d'Angleterre. Ouais, je sais, j'ai peut-être pas la même voix, mais on n'est pas le même jour, c'était long à enregistrer, et de toute façon, je vous avais prévenu que ce serait long. Enfin, bref, on continue. Vous venez enquêter sur le vol présumé de plantes pour un ministre, qui est aussi un de vos amis. Là-bas, vous êtes accueilli par Martin Hamish, le directeur adjoint de cet endroit, et Albert, un simple employé. Il vous parle aussi de Miss Margaret White, l'autre employée des jardins. Albert et Margaret sont tous deux encore étudiants. Martin Hamish vous explique que les plantes qui ont été volées sont des spécimens rares qui ont été présentés durant la dernière exposition. Pas d'effraction, l'endroit n'est pas fermé la nuit et ne dispose pas de personnel de sécurité. Cependant, Albert semble affecté par un autre événement, la mort récente de son père, Montague Dune, le directeur de Kew Garden, 2 jours plus tôt. Il serait mort d'une crise cardiaque foudroyante, donc vérifions. Bon, tout d'abord, le vol de plantes. À part constater leur disparition et avoir la liste des plantes concernées, vous trouvez pas grand-chose lié à cette affaire. Par contre, vous pouvez remarquer que la pièce accueillant la collection coloniale a été rangée et nettoyée de fond en comble. Vous trouverez des signes que la porte a été défoncée de l'intérieur. La poignée a été changée, il y a des fissures dues au cou, et les coinçons ont été abîmés. Vous voyez aussi qu'une plante aurait été renversée puis rempotée. Et vous pouvez aussi remarquer ce panneau renversé, cette trace de sang. Vous imaginez facilement la scène alors. Dune défonce la porte et s'effondre quelques pas plus tard. Mais pourquoi était-il enfermé? Et pourquoi est-il mort ainsi? Bizarre. Ça ressemble pas à une crise cardiaque. Si vous cherchez à fouiller le reste des jardins, Martin vous refuse l'accès aux parties réservées au personnel. Vous pouvez tout de même voir qu'on a brûlé une collection d'objets qui inclut un masque à gaz, des plantes, une peinture, une poignée cassée d'une porte qui ressemble étrangement à celle de la collection coloniale, et les fragments d'un pot qui n'appartient pas au jardin. Avec les éléments dont vous disposez, vous allez pouvoir autopsier le corps de Montague Dune. Vous en conclurez que la mort vient d'une lésion au poumon provoquée par une plante. Tous les autres organes, foie, estomac et cœur, vont bien, ce qui exclut la crise cardiaque. Ce n'est donc plus une mort accidentelle, mais peut-être un meurtre. Vous allez donc pouvoir interroger tous les employés à Kew Garden. Martin dit ne pas savoir ce qu'il s'est passé dans la collection coloniale. Vous comprendrez qu'il a une forte inimitié envers M. Dune, qu'il considère comme un directeur qui ne connaît rien à la botanique, et qu'il fait tout juste acte de présence une fois par semaine. Il le dépeint comme un homme volage et séducteur. Dune aurait employé le père de Martin par le passé, mais se serait approprié toute la liberté de ses travaux. Martin se montre aussi méfiant envers Albert. Fils du directeur, il estime qu'il pourrait chercher à prendre la place de son père malgré son inexpérience et ses maigres connaissances en botanique. Montague Dune ne manquait pas d'ailleurs de critiquer et de ridiculiser son fils en public. Par contre, Martin semble apprécier Miss White qu'il complimente. Il la trouve intelligente et ne comprend pas qu'elle papillonne autour du directeur qui n'était pas insensible à son charme. Albert a beau être légué aux travaux de ménage, il ne sait pas non plus ce qu'il s'est passé dans la collection coloniale. Vous apprendrez d'ailleurs qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt pour la botanique, et que c'est son père qui l'a forcé à faire le nécessaire pour prendre sa suite, faisant même intervention pour saboter l'inscription de son fils à l'école de la Navy. Toutefois, il vous apprend que M. Hamish n'est pas et n'a jamais été le directeur adjoint, même s'il se présente comme tel. Il n'est que le plus ancien employé, et Albert vous confirme l'ambiguïté sur qui est à la tête des jardins aujourd'hui. Il vous fournira bien volontiers les clés du jardin pour accéder aux zones auxquelles vous n'aviez pas accès jusque-là. Vous retrouverez ainsi Margaret White dans la Grantory.
Elle est la seule qui semble réellement apprécier le directeur qui lui permet de faire sa thèse. Elle le décrit comme un père spirituel, à la fois gentil, actif, optimiste, même si elle reconnaît qu'il est sévère envers son fils. Elle non plus dit ne rien savoir concernant la collection coloniale. Bon, vous aurez compris que si le vol a pu impliquer un tiers, le nettoyage de la collection coloniale a été fait par un des employés de Kew Gardens. Quelqu'un ment. Votre enquête vous permet de trouver le bureau de Martin Hamish, qui possède une fenêtre donnant sur la collection coloniale. Dans les vestiaires, vous trouverez la correspondance de Miss Waite avec ses parents pour leur demander de l'argent. Leur réponse est négative, et ses parents semblent désapprouver sa relation avec son employeur. Pourtant, vous trouverez des bijoux et un sac à main luxueux dans son casier. Une dernière lettre d'Albert indique qu'il est prêt à aider financièrement la jeune femme si nécessaire. Les autres casiers sont moins intéressants. Des signes de l'intérêt d'Albert pour la Navy et la lettre de refus à son inscription. Et des publications de Martin prouvant qu'il a des connaissances en chimie. Dans le bureau du directeur, vous trouverez la liste des dettes de Miss White et une lettre de rupture envers elle, impliquant sa démission à son poste de Kew Gardens. Vous trouverez aussi des menaces du divin syndicat, une sorte de secte de hippies chinois vénérant des plantes. Ce dernier élément vous permet de faire le lien avec le pot cassé qui a été mis dans le feu à Kew Garden. Il porte le symbole du syndicat et constitue une preuve suffisante pour vous rendre sur place. Là-bas, vous trouverez les plantes volées. Ça fait déjà une enquête de résolue. De toute façon, le leader ne cache pas la chose et estime avoir libéré les plantes et non les avoir volées. Mais cela ne résout en rien la mort de Montag Dune. Je ne vais pas vous détailler comment arriver à cette conclusion parce que c'est long et j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais vous parvenez à déterminer l'arme du crime. En utilisant un engrais chimique et des chenilles, vous créez une interaction entre les plantes qui permet de relâcher des spores en quantité suffisante pour devenir mortels. En inspectant à nouveau la collection coloniale, vous voyez qu'une grille d'aération peut s'ouvrir à condition d'activer une manette au-dessus du bureau d'Albert et une autre au-dessus du bureau de Martin. Alors, on va faire une pause dans l'enquête pour vous laisser le temps de trouver qui a tué Montag Dune si vous n'avez pas fait le jeu. Est-ce qu'il s'agit de Martin, son plus vieil employé qui semble ne pas l'aimer et souhaite prendre la direction? Ou bien s'agit-il d'Albert, son fils qui l'humiliait et à qui il a refusé d'entrer dans la Navy? Ou bien s'agit-il de Miss White, qui semble avoir besoin de l'argent dont Monsieur Dunn dispose? Bon, ça c'est la partie assez simple, et vous auriez dû trouver car la fenêtre de Martin donne pile sur la scène du crime. Et la technique utilisée pour tuer Monsieur Dunn implique de bonnes connaissances en chimie, et aussi en botanique, ainsi qu'un timing parfait. Et enfin, la position des manettes incrimine Martin, lui permettant de tuer Dunn depuis son bureau. Le seul hic, c'est lorsque vous arrivez à cette conclusion, Monsieur Heinisch est donné la mort, et il avoue son crime dans sa lettre post-mortem. Cependant, l'enquête n'est pas terminée. En effet, vous vous rappelez peut-être que Monsieur Dunn a dû défoncer la porte pour sortir de la collection coloniale. Comment s'est-il retrouvé enfermé en premier lieu? Est-ce que Martin aurait un complice? En examinant le corps, vous remarquez des bottes dépareillées, signe d'un pied beau. Vous n'avez pas pu le remarquer jusque-là, vu qu'il était toujours immobile. Traverser les jardins, verrouiller la porte et revenir à son atelier pour tuer Monsieur Dunn en beau moment reste envisageable cependant. Il faut reconstituer la chronologie des faits à partir des témoignages pour s'en assurer. Les voici. Miss White dit avoir travaillé au laboratoire toute la journée, fait corroborer par son enregistrement sur silence. Elle a croisé Monsieur Dunn à 9h30, puis il est allé voir Monsieur Hamish. Tous deux vont voir Albert à son bureau à 9h40. Ils se séparent à 9h50, Monsieur Dunn poursuit sa visite tandis que Martin va voir Miss White, fait corroborer par Albert. À 10h, Martin quitte Miss White pour retourner à son bureau. À 10h30, Monsieur Dunn est empoisonné et meurt. L'alerte est donnée par Monsieur Hamish à 10h40 en allant voir Albert, rejoint ensuite par Miss White peu après. Tous se retrouvent et constatent la mort de Monsieur Dunn à 10h40. Alors, comment résoudre ce crime? Vous savez que Martin Hamish est coupable. Voici donc les 3 possibilités. Martin Hamish est le seul coupable. Il a profité du creux d'une vingtaine de minutes pour enfermer Monsieur Dunn dans la collection coloniale, revenir à son bureau et activer le piège mortel. À moins que ce soit Miss White. Même si elle est restée au laboratoire, elle aurait pu mentir pour aider Martin en enfermant Monsieur Dunn. Ou bien s'agit-il de son fils qui lui porte beaucoup de rancune? Après tout, il a bien pu suivre son père pour l'enfermer et revenir à la Grantory. Personne ne l'a vu hormis Martin. Bien
qu'il y ait une part de chance dans cette enquête, la solution n'est pas évidente, et voilà comment vous auriez dû la déduire. Déjà, le pied-bot de Martin implique qu'il est un complice. Si techniquement il aurait pu agir seul, il aurait été vu par l'un ou l'autre des étudiants et il aurait dû courir. La chronologie semble étrange. Le timing entre la séparation de Martin et de Monsieur Dunn, puis le passage devant son fils, puis l'arrivée auprès de Miss White implique qu'il aurait fait un énorme sprint entre ces deux moments séparés de seulement quelques minutes. D'ailleurs, vous aurez noté que Monsieur Dunn faisait crédit à Miss White. Il s'apprêtait à la virer aussi. Sa mort l'accommode bien. Enfin, quand vous rencontrez Albert, il est encore affecté par la mort de son père. Cela pourrait ressembler à de la comédie ou à des remords, mais ce n'est pas le cas, et à aucun moment il a cherché à vous tromper. Et c'est donc uniquement sur cette erreur de chronologie que vous devez vous baser pour accuser Miss White. Tous ont un motif valable pour tuer Monsieur Dunn, et cette enquête fait appel à beaucoup de faux témoignages ainsi qu'à des réactions humaines. Moi aussi ça me semble illogique. Je veux dire, Miss White a beau avoir des dettes, elle perd celui qui la finance si elle le tue. En plus, elle dispose des connaissances suffisantes pour réaliser un plan pareil toute seule. Sans compter que le cylindre d'enregistrement, celui qui la disculpe, on ne l'écoute pas entièrement et on aurait sans doute tout compris si on avait pu le faire. Moi je me suis en tout cas fait avoir et j'avais accusé le fils d'être complice. Et vous ? La dernière enquête de ce jeu se déroule dans une ruelle de Londres, le soir du feu d'artifice en l'honneur de la reine Victoria. 2 victimes sont retrouvées, tuées par arme à feu. Un coupable a été retrouvé, un certain Chapman, mais il s'agit du frère d'un de vos informateurs, et bien qu'il ait été retrouvé avec un revolver, son frère pense qu'il est innocent. Sur place, vous retrouvez le premier brigadier arrivé sur la scène. La première victime est Kenneth Butler, un joaillier de profession, tué d'une balle dans la tête. L'autre est Brian Vercotti, un criminel notoire. Il a reçu une balle au niveau de l'abdomen qui ne l'a pas tué sur le coup. Le brigadier vous donne sa version des faits. Il patrouillait dans le quartier et a bien vu les victimes rentrer dans cette ruelle. Le feu d'artifice commence, il est bousculé par Chapman qui s'engouffre lui aussi dans cette ruelle. Peu de temps après, il entend les cris d'une femme, suivis des sifflets de ses collègues qui sont en train d'arrêter Chapman. Lorsqu'il arrive dans la ruelle, les victimes sont déjà au sol, mortes. Il n'a pas entendu les coups de feu avec les feux d'artifice, mais il a 2 témoins qui disent avoir vu la scène. Le premier témoin est la femme qui a crié, une fleuriste qui était un peu plus loin dans la ruelle. Elle dit avoir vu Chapman durant le feu d'artifice, portant une arme et couvert de sang. Elle non plus n'a pas entendu les coups de feu, mais elle est bien sûre et certaine de n'avoir vu personne d'autre sortir de la ruelle. Le second témoin est un homme âgé, un vétéran de guerre claudiquant qui vit dans un appartement avec une fenêtre donnant sur la rue. Il dit avoir entendu les coups de feu et avoir vu un homme portant une arme juste avant de s'enfuir. Il dit avoir entendu 2 coups de feu, à une intensité différente, donc soit 2 tirs à une distance différente, soit 3 tirs dont 2 simultanés. Cependant, vous pourrez noter qu'il ment, car le brigadier vous assure ne rien avoir vu à cette fenêtre lorsqu'il y est arrivé, alors que l'homme vous dit que lui y était, et qu'en plus il portait une lampe. En fouillant son appartement, vous vous rendrez compte qu'avec sa claudication, il est impossible qu'il ait rejoint la fenêtre rapidement, et à l'aide d'un morceau de sa canne retrouvé dans la ruelle, vous pouvez en déduire qu'il est allé voler un objet sur la victime. Il s'agit d'un bracelet ancien, sans doute de la Grèce antique, orné de 2 têtes de bélier. Vous retrouverez d'ailleurs un collier similaire dans la boutique de Kenneth Butler, ainsi qu'une note concernant 3 bijoux grecs. Intéressant, surtout que vous pouvez retrouver un article concernant le vol de ces 3 bijoux et d'un trésor grec en 1885, soit 10 ans auparavant. L'enquête se poursuit à Scotland Yard, où vous pourrez interroger Chapman. Les policiers ont retrouvé un revolver sur lui. 2 balles ont été tirées. Chapman dit être arrivé sur place par hasard, en rentrant du boulot. D'après lui, il y avait un 3e homme sur place, qu'il a pris en chasse, en prenant au passage l'arme d'une des victimes. Vous apprendrez qu'une de ces victimes est en réalité une connaissance de Chapman. Ils se seraient rencontrés en prison. Cependant, le 3e homme se serait volatilisé durant la fuite, et Chapman aurait été accusé à tort. Et je vais m'arrêter là sur l'enquête. Parce que, en fait, dans le jeu vidéo, elle n'a qu'une seule solution, et c'est assez simple à suivre. Et elle mène à la résolution du fil rouge concernant les Merrymen dont je vous ai épargné. Voici donc les conclusions possibles à ce moment. Est-ce que les victimes se sont simplement entretuées ? Une négociation qui se serait mal passée avec un manque de chance pour Chapman ? Ou bien Chapman est-il le meurtrier ? Et son frère aurait-il tort ? Après tout, il aurait pu le tuer pour obtenir des bijoux grecs. À moins que sa version ne soit la bonne et qu'il s'agisse d'un 3e coupable qui se serait mystérieusement enfui dans la nuit. Bon, je
vous ai prévenu, j'ai un peu triché sur cette enquête pour qu'elle reste intéressante à ceux qui n'ont pas fait le jeu. Je vous ai pas donné tous les indices. Voilà comment vous pouvez la résoudre. Déjà, vous pouvez retrouver un impact de balle dans un mur, signe qu'il y a bien eu un troisième tir d'une des victimes. Vous devriez déduire que le premier tir est allé sur un troisième intervenant, que la seconde victime a alors sorti son arme et qu'ils se sont tirés dessus mutuellement. Vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il n'y a aucun moyen de se cacher dans cette ruelle, hormis en grimpant à un mur. Et en haut de ce mur, vous trouverez des signes d'effraction avec une fenêtre brisée et des poils d'éléphant qui vous mèneront directement à un cirque local. Et là-bas, vous tomberez sur un acrobate portant le troisième bijou, une arme à feu, et une coupure assez importante pour imaginer qu'elle ait pu être faite par une vitre. L'enquête se conclut par Sherlock Holmes piégeant une maison à la manière de Maman j'ai raté l'avion. Un moment assez appréciable du jeu. Tout cela tourne autour du trésor helléniste volé il y a 10 ans, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et voilà pour les explications concernant les enquêtes de Sherlock Holmes, Crime et Châtiment. C'était une vidéo un peu spéciale, une sorte de hors-série, parce que j'avais vraiment envie de comprendre ces enquêtes et de partager ça avec vous. Je suis pas sûr de le refaire pour les autres jeux de la série, ça dépendra de vos retours et de l'intérêt que vous y trouvez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Après, vous connaissez la rengaine, pouce en l'air, partage, commentaire, tout ça. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!